Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission de Joliba Focus, dans cette émission de Joliba Focus qui revient sur l'an 1 de Feu Soumeylou Boubèye Maïga. Rappelez-vous qu'il est décédé le 21 mars 2022, donc un an déjà que disparaissait l'ancien Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga. Donc, toujours dans la mouvance de l'an 1 et de son décès, nous sommes avec sa fille, Nana Mariam Maïga, et notre invitée, Nana Mariam. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Oui, donc l'an 1, déjà, ça passe très vite. Donc, je vais faire une brève présentation de notre invitée, Nana Mariam Maïga. Nana Mariam Maïga est la deuxième fille de Soumeylou Boubèye Maïga. Elle est diplômée d'une licence en relations internationales et un master en études de développement de l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève. Travaillant à l'intersection du développement international et de la communication, Nana Mariam a eu l'opportunité de travailler à Gavi, l'Alliance du vaccin, le Africa Progress Panel, qui était présidé par Feu Kofi Annan des Nations Unies et au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, voici présenté brièvement le parcours de notre invitée Nana Mariam Maïga, qui est la deuxième fille de Soumeylou Boubèye Maïga. Nana Mariam, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre parcours? Non, je pense que vous avez très bien résumé. Ok, d'accord. Parlons maintenant de l'actualité. Un an déjà que disparaissait votre père, Soumeylou Boubèye Maïga, l'ancien Premier ministre du Mali qui a occupé des hautes fonctions au Mali. Déjà, quel souvenir? Quel souvenir? Bon, c'est passé très vite, mais en même temps, on s'en souvient comme si c'était hier. Okay. Ça a été quelques mois très intenses qui ont mené au décès ce jour-là. Mais bien sûr, dans l'ensemble, on retient un père qui était très, très affectif, très disponible, l'ami de ses enfants. C'était vraiment un ami. Et voilà, quelqu'un qui est toujours là pour encourager, pour appuyer, pour écouter, pour donner des conseils. Donc c'est surtout ce qu'on retient, mais bien sûr, la manière dont les choses se sont passées reste quand même des mauvais souvenirs. Ok, on va y revenir sur un peu la façon dont les choses se sont passées. Et parlons toujours de l'homme, de son parcours. On sait qu'il a eu plusieurs vies, de Gao à Dakar, à Paris, en passant par Bamako. Il a occupé des grandes fonctions. Il a travaillé aussi au niveau de la sécurité d'État. Un mot sur le parcours de votre père. Bien sûr. Oui, comme vous avez dit, il a vraiment vécu plusieurs vies. Je pense qu'il y a beaucoup de facettes de sa vie qui ne sont pas encore connues du grand public. Il a grandi à Gao, il a été entraîneur de basket, syndicaliste, militant. De par ses études et de ses formations, ça l'a emmené partout dans le monde, au Sénégal, en France, en Italie, au Canada. Et bien sûr, son parcours au niveau de l'État. Il a été chef des renseignements pendant plus de 7 ans. Ensuite, ministre de la Défense 2 fois, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, secrétaire général. Et voilà, je pense que c'est ce qui est connu. C'est cette vie très publique-là, mais avant ça, c'était vraiment... il a vécu plusieurs vies, comme vous avez dit. Okay. Il a fait beaucoup de choses. D'abord en public, oui. Et qu'est-ce qui se cachait derrière cet homme-là? On disait de lui qu'il était mystérieux, insaisissable. Qu'est-ce que vous nous direz du personnage? Je retiens que malgré tout ça, malgré toutes les occupations, tous les postes qu'il a eu à occuper, il était toujours très famille. Moi, les fois où je n'étais pas forcément à Bamako, je ne me souviens pas d'un jour où on n'a pas parlé au téléphone, par message, ou bon, quand on se voit bien sûr pour discuter. Et donc c'est pour cela que d'ailleurs à l'époque, quand on nous avait interdit de visite, quand il était à la clinique, c'était extrêmement difficile. C'était quelqu'un de très très famille. Et c'est toujours intéressant quand les gens disent mystérieux parce que c'est peut-être le regard de l'extérieur, mais à la maison,
c'était vraiment le papa, quoi. C'était notre ami. Donc nous, il n'y avait aucun sujet tabou, on discutait de tout. Il était très drôle. Je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas sur lui, mais très, très drôle, très ouvert. Et démocrate même à la maison. Chacun avait le droit de donner son avis. Mais voilà, il n'y avait pas de sujet tabou. Donc voilà, mystérieux peut-être dehors, mais à la maison. À la maison, il reste le bon papa. C'est ça. Voilà. Et bien, est-ce que vous avez des souvenirs, ou est-ce que quelques anecdotes vous viennent tout de suite à l'esprit, par exemple à la maison, en famille? Parce que vous dites qu'il est drôle, parlez-nous un peu de cette facette de l'homme, que nous, peut-être de l'extérieur, on ne connaît pas. Oui. En fait, c'est difficile de donner un exemple en particulier, mais c'était souvent juste des réactions quand on discutait, très sarcastiques, très rapides avec les réponses. Mais les souvenirs, si je dois en partager un, je pense que ce que je retiens vraiment, c'est son courage. On le voyait tout le temps très digne, très fier. Il ne montrait jamais quand il avait voilà, quelque chose qui l'embêtait ou quelque chose comme ça. Et donc, comme vous m'avez posé la question, la première chose qui m'est venue en tête, c'était le lendemain quand il y a eu le coup d'État en 2012. On était à la maison et ils avaient été détenus à Kati pendant 22 jours à l'époque. Et le jour où il est rentré, nous, on s'attendait à ce qu'il se repose. Ou on ne voulait pas qu'il aille dehors parce qu'on ne sait pas ce qui allait se passer. Mais je me souviens qu'il avait son petit sac. Il est sorti, il est allé. Il dit que non, mais la lutte continue, quoi. D'accord. Oui, parlons de l'homme. On sait qu'il c'est dans un dossier judiciaire. Il sera interpellé, la convocation, ensuite le mandat de dépôt. Il va ensuite séjourner à la clinique Pasteur. Comment vous avez vécu ces différents événements? D'abord la convocation, ensuite le mandat de dépôt et puis le séjour qui va continuer jusqu'à la clinique Pasteur. C'était très difficile. Déjà l'année 2021 a été difficile pour la famille. Nous avons perdu notre frère aîné Idi en février. Et donc, en août, justement, parce que son anniversaire, c'était le 13 août, donc on s'était réunis avec la famille et les amis pour célébrer son premier anniversaire depuis son décès. Donc, c'est seulement quelques jours après ça qu'il a reçu la convocation. Donc, le jeudi 19 août, il me semble, il était passé sur Renouveau TV. Et c'est le mardi qui a suivi qu'il a reçu la convocation de la Cour suprême. Et au début, il ne voulait pas nous dire. Mais je pense que quand il a vu que c'est sorti au journal télévisé, on est allé le voir, on lui a demandé un peu ce qui se passait. Et sa convocation était pour le jeudi, donc 2 jours après. Et il nous a dit en fait que cette histoire, ça le fatiguait. C'est un peu le dossier qui revenait à chaque fois. Voilà, à chaque fois qu'il y avait un petit truc, on parle de l'avion, on parle des équipements militaires. Donc, je pense qu'il était fatigué et il voulait aller répondre. Et je pense qu'il s'attendait à ce que vraiment, ça soit l'occasion pour se blanchir. Parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Et donc, nous, ce soir-là, il nous a dit qu'il va aller répondre. Parce qu'il ne veut pas léguer ça à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc, bien sûr, après, il recevait des appels, même bien avant la convocation, il recevait des appels pendant des semaines pour lui dire de partir. Il avait voyagé quelques semaines avant, on lui avait dit de rester à l'extérieur, que s'il rentre, il va se faire arrêter. Donc, bien sûr, il y avait beaucoup d'appréhension avec ça. Mais le jeudi, effectivement, quand il est allé répondre, ils l'ont placé sous mandat de dépôt. Et c'était extrêmement difficile parce que quand on a su qu'il allait être détenu à la MCA, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans les cabinets, parce qu'à l'époque, les avocats avaient demandé de changer ces conditions de détention. Et c'était surtout, au-delà de la situation sanitaire, c'était surtout pour sa sécurité. Parce que comme vous l'avez dit, il a été chef des renseignements, il a été ministre de la Défense 2 fois, et ce sont quand même des postes très stratégiques qui font que peut-être même là-bas, il peut y avoir des gens qui lui en veulent.
Et donc, peut-être que quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que dans les cabinets, il n'y a pas de garde la nuit. Les gardes ne dorment pas avec les détenus. Donc, il y a un détenu qui est chef de chambre. C'est lui qui ferme à clé le cabinet le soir et c'est lui qui ouvre le matin. Et donc, dans la nuit, même s'il se passe quelque chose, tout peut se passer, tout peut arriver dans la nuit. Oui. Et donc, là où ils étaient, c'était vraiment, tout ce qui les séparait, c'était des petits des rideaux. Donc, tout pouvait arriver. Et nous, la première semaine, je me souviens qu'on dormait à 6h ou 7h du matin. Parce que on ne savait pas ce qui s'était passé dans la nuit et on imaginait tout. Et donc, quand on recevait l'appel le matin à 6h, à 7h pour dire que bon, ça va, il est en train de manger ou quelque chose comme ça nous rassurait parce que comme ça, on sait que bon, il a survécu à la nuit. Donc, c'était très difficile. Okay. C'était très difficile. Les conditions de détention, déjà, pour vous, est-ce que c'était... certains disaient qu'il était détenu avec 93 personnes. Est-ce que vous confirmez? Oui, le nombre variait. Okay. Mais dans une même cellule, comment est-ce que c'est une petite cellule? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'état de la cellule où vous étiez passé là-bas? Donc, la cellule, à la base, est conçue pour, je pense, 40 détenus. Okay. Donc, à tout moment, ils étaient en tout cas plus de 65 personnes. Et je pense que c'était pendant le jugement de Bakary Togola que le nombre a augmenté jusqu'à au-delà de 90. Et donc, chacun avait vraiment un tout petit espace. Et comme j'ai dit, c'était vraiment séparé par des petits rideaux. C'était vraiment... voilà. Et je me souviens que lui aussi, il nous disait qu'il n'y avait pas de fenêtre, en fait. Donc, il y avait un petit trou où l'air passait. Chacun avait un humidificateur, donc c'est vraiment le même air qui circule. Mais je me souviens que la première maladie même qu'il a fait à la MCA, c'était une infection pulmonaire. Parce qu'il ne supportait pas les conditions. Donc je pense que c'était très, très, très difficile. Ok. Et de la maison centrale d'arrêt, sa santé va se dégrader. Il va se retrouver au niveau de la clinique Pasteur. Au niveau de la clinique Pasteur, là aussi, quel contact avez-vous eu avec lui? On avait un accès quand même assez restreint et ça dépendait vraiment de l'humeur des personnes qui le détenaient. Tantôt on nous disait qu'on avait besoin de permis, tantôt le permis n'était plus accepté et même les avocats avaient besoin de permis pour accéder à lui, ce qui n'est pas normal. Donc les avocats n'ont pas pu le voir pendant presque un mois, je pense. Et les circonstances même de comment il est arrivé à la clinique restent floues. Et tout à l'heure, je parlais d'une possible enquête du parquet de la commune 4 parce qu'il a été transféré à la clinique le 15 décembre, mais l'ordonnance de la Cour suprême qui l'autorisait à aller avoir des soins en dehors de la MCA est sortie le 14 février 2022, donc 2 mois d'écart. Donc tout ça, c'est des zones d'ombre qui seraient bien d'éclairer. Et en tout cas, ce n'est pas une situation qui a été facile. Et donc, la première fois qu'on a pu le voir, je pense que c'était 2 ou 3 jours après. Ou même plus peut-être, je pense. Oui, voilà, 2-3 jours après. Et en fait, au début, quand il a été transféré, c'était un peu un soulagement pour nous. Parce qu'on s'est dit que bon, au moins, c'est mieux que là où il était. Et peut-être qu'il a vraiment besoin de se reposer. Ça, c'était avant que nous-mêmes, on soit au courant de la gravité de la maladie. Okay. Mais quand on l'a vu, c'était très... on était très choqués. Choqués parce qu'il avait perdu beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Au décès, il faisait, je pense, aux alentours de 60 kilos, alors qu'en allant à la MCA, il faisait 90 kilos. Donc, voilà, il avait perdu beaucoup de poids. Il était visiblement très fatigué. Et nous, on essayait de discuter avec lui pour ne pas que lui-même, il se sente, voilà, comme... il était visiblement très fatigué. Qu'est-ce qu'il vous disait? Est-ce qu'il vous parlait? Est-ce qu'il vous a fait des confidences? Voilà. Est-ce qu'il savait qu'il allait peut-être revenir à la maison, voilà, et continuer à échanger avec vous, ses enfants, sa famille?
Il ne nous a jamais montré qu'il était malade. Donc, parfois, même quand on venait, les jours où il n'avait vraiment plus de force, il disait non, mais sinon, moi, ça va, hein, ça va. Ça, juste un peu de fatigue, mais pas pour dire qu'il banalisait, mais en tout cas, je pense qu'il voulait rester courageux devant nous. Et sinon, comme d'habitude, c'était les mêmes sujets de conversation, hein, l'actualité, ce qui se passait dehors, tout ça. Mais je pense que oui, à un moment, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir parce qu'il y a eu tellement d'interventions pour sa situation. Et parfois même, il y a des engagements qui étaient pris. Donc, depuis qu'il était à la MCA, parfois on nous disait « Ah oui, on va le relâcher ce vendredi, par exemple. » Donc, on attend le vendredi. Mais arrivé au vendredi, on ne le relâche pas. Et donc, c'était un peu retour à la case départ à chaque fois. Et même chose quand il était à la clinique. Parfois, on nous disait « Ah oui, non, il va se faire évacuer ce jour. » Après, le jour arrivait, ça ne se passait pas. Donc, au début, il y avait de l'espoir, mais après, on se disait tant qu'on ne le voit pas dans l'avion en train de partir, on ne va plus croire à... Comment vous avez vécu ces événements, par exemple, sa maladie au niveau de la clinique Pasteur pour la famille, pour vous autres, là, et comment vous le viviez à l'époque, dans votre quotidien? C'était très stressant, surtout quand il est allé à la clinique, parce que là, c'est devenu comme une course contre la montre. Nous, le rapport médical, ou enfin la lettre du médecin qui indiquait que son vital était engagé. Nous, pour la première fois, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'était très stressant. Et on avait presque plus de vie. Du matin au soir, on allait chez les gens, on essayait d'avoir des audiences de manière officielle, de manière officieuse, pour vraiment expliquer la gravité de la situation. Et donc, c'était très pesant. Oui. C'était très pesant et je me souviens que le sentiment que j'avais, c'était que lui, tellement de fois, il avait aidé des gens, tellement de fois, des personnes qui étaient dans des situations de détresse, il a pu faire quelque chose pour débloquer la situation. Oui. Et j'avais l'impression que quoi que l'on faisait à l'époque, rien ne marchait. Okay. Rien ne marchait. D'accord. Quels étaient ses derniers mots? Par exemple, on disait qu'il était très proche d'un de ses fidèles compagnons, Abish. Hein? Et quels étaient les derniers mots, hein, de votre père avant de regagner à l'autre monde? Est-ce qu'il vous a fait des confidences? Nous, la veille du décès, parce que c'est nous qui ma grande sœur et moi, c'est nous qui emmenions son déjeuner. Okay. Il nous a dit que, donc déjà comme d'habitude, il disait « Ah non, mais moi, sinon ça va très bien, ça va. » Et il nous a dit que si c'était à refaire, il ne changerait rien. C'est ça qu'il nous a dit le dernier jour, enfin la veille du décès. Et maintenant, le jour du décès, la seule personne de la famille qui l'a vu, c'était Abish, parce qu'effectivement, c'est Abish qui a emmené le petit déjeuner. Donc le matin, je me souviens qu'Abish nous a appelés vers 8h, 9h, très troublés. Très, très troublé. Il nous disait que, les filles il veut manger du thon aujourd'hui. Mais je pense que quand vous allez emmener à manger, il va falloir que Fadi lui serve avec la cuillère. Parce que Abish disait qu'il avait l'air très épuisé. Donc, nous, ce jour-là, c'est en allant même à la clinique qu'on nous a annoncé la nouvelle. Le décès. Ok, le décès, et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre le corps tout de suite, ou bien il faut des formalités. On a même parlé de l'autopsie, hein, la rénonciation à faire l'autopsie. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, alors, comme j'ai dit, c'est en allant à la clinique ce jour-là qu'on nous a annoncé le décès. Quand on est arrivé, la chambre la chambre était fermée à clé. Okay. Donc, on nous dit qu'on ne peut pas accéder au corps tant que le procureur général Timbo ne vient pas faire le constat. Ça, c'était vers 12h30, 13h. Okay. Et jusqu'à 14h passées,
pas de nouvelles, personne ne peut accéder au corps. Ok. Et donc, Maître Tapo l'a dit, je pense, sur le plateau l'autre jour. Oui. C'est moi qui me suis rendue au ministère de la Justice. Je m'en allais confronter le ministre Kassogué, parce que lui aussi, on l'avait vu à peu près 2 mois avant ça, et on avait lancé toutes sortes d'alertes. Et donc, c'est arrivé au ministère. Qui est-ce que je trouve dans la salle d'attente? L'actuel président de la Cour suprême, Fatou Matera, et le procureur général Timbo, assis là en train d'attendre le ministre. Donc, je me suis assise en face d'eux. On n'a pas vraiment échangé. Fatou Matera a essayé de me présenter ses condoléances. Après, ils se sont levés et ils ont été reçus par le ministre. Donc, dès qu'ils sont rentrés, moi, je suis retournée à la clinique. Parce que je me suis dit que ce n'était même pas la peine de le confronter. Parce que si pendant que toute la famille est à la clinique et qu'on est en train d'attendre que le procureur général vienne faire le constat, mais que eux, ils sont chez le ministre de la Justice, c'est qu'il n'y a même pas vraiment de remords ou de considération pour la famille. Donc, je suis retournée à la clinique. Peu de temps après, le procureur général est arrivé, Timbo. Il a fait son constat. Et effectivement, comme Maître Tapo l'a dit, la famille a renoncé à l'autopsie pour 3 raisons. Okay. La première raison, c'est que la première chose que le procureur général Timbo nous a dit quand il est arrivé, avant même de présenter ses condoléances, c'est que de toute façon, s'il y a une autopsie, ça serait le médecin de son choix. Okay. Et il faut dire quand même que les relations avec lui n'étaient pas très bonnes. Parce que, comme j'ai dit, on a fait plusieurs démarches avant d'arriver à ce 21 mars. Et le 21 janvier, je me souviens 2 mois avant, nous étions allés à la Cour suprême. Et donc, nous avions pu échanger avec l'actuel président Fatou Matera. On lui a expliqué en fond et en comble que, voilà, il est malade et il ne se fait pas soigner. Et que l'évacuation aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Et qu'on est en train d'attendre, il y a eu une contre-expertise, mais les choses ne bougent pas. Ce jour-là, lui, il a essayé d'appeler Timbo, qui n'était pas là. Donc, il nous avait demandé de revenir le lundi. Ça, c'était un vendredi. Il nous avait demandé de revenir le lundi. Sauf qu'entre-temps, le samedi, les deux se sont déplacés pour aller voir papa à la clinique. Et ils ont constaté son état, hein. C'était très visible, en tout cas, que ce n'était pas la même personne qu'ils avaient devant eux 1 mois et demi avant, quand ils se faisaient écouter. Mais nous, on ne savait pas en fait qu'ils allaient aller le voir. Donc, c'est quand on est arrivé après que papa nous a dit qu'ils sont passés. Et en rentrant ce jour-là, on a croisé le médecin qui nous a dit « Ah, les filles, les magistrats de la Cour suprême étaient là tout à l'heure. » Et je leur ai dit que chaque jour compte. Et je pense qu'ils ont compris. Donc, nous, quand on allait voir le procureur général Timbo le lundi, c'était avec beaucoup d'optimisme. Parce qu'on s'est dit, bon, s'ils se sont déplacés, c'est que peut-être ils vont faire bouger les choses. Oui. Mais ce n'était pas du tout le cas. Il nous a dit qu'il comprend notre démarche, mais que ça ne saura lui mettre la pression et qu'il a tous les éléments qu'il faut. Et moi, j'essayais de lui expliquer en fait que ce n'était pas pour lui mettre de la pression, c'était un SOS. Okay. Parce que littéralement, c'était une question de vie ou de mort. Mais après, il nous a dit quelque chose. Il dit que les médecins lui ont dit que Boubé n'a aucune maladie, aucune pathologie qui ne peut être traitée au Mali. Et donc là, ma soeur lui a dit, ah bon, c'est ce que le médecin vous a dit? Le médecin ne vous a pas dit que chaque jour compte? Bon, là, il est devenu visiblement un peu nerveux. Et bon, pour ne pas dire qu'il a failli nous chasser de son bureau, quoi, il nous disait qu'il a eu la courtoisie de nous recevoir, donc nous aussi, on devrait avoir la courtoisie de ne pas insister. Donc, on est reparti très découragés ce jour-là. Mais on n'a pas baissé les bras. On a continué à faire tout ce qu'on pouvait faire. Mais ils ont persisté. À un moment, il n'y avait plus, ils ont interdit les visites, sachant dans l'état dans lequel il était. Et je me souviens qu'à l'époque, ma soeur avait dit, mais là, ils se disent qu'ils l'ont abattu physiquement. Et maintenant, ils vont l'abattre mentalement.
Parce que quand on est isolé dans une chambre comme ça, pas de téléphone, on est malade, pas de famille, les choses ne bougent pas. On sait qu'on ne peut pas être traité. Donc voilà, donc ça c'était la première raison qui était que le procureur général insistait que ce soit le médecin de son choix. Deuxièmement, on a estimé que les conclusions du rapport médical étaient claires et nettes. S'il ne se fait pas soigner, il va mourir. Et je pense que souvent la phrase soins adéquats est un peu trompeuse parce que ce n'est pas qu'il n'avait pas de soins adéquats, c'est qu'il n'avait pas de soins. Donc il a passé plus de 3 mois à la clinique sans soins. La seule fois, c'est peut-être la dernière semaine, parce que 2 semaines avant le décès, il n'arrivait plus à boire de l'eau. Et donc, il fallait le réhydrater à travers un sérum. Et ça, c'est vraiment, je pense, le seul soin dont il a bénéficié. Donc, il n'a pas eu de soins pendant 3 mois au niveau de la clinique Pasteur, ce que vous dites? C'est bien ça. Okay. C'est bien ça. Et d'ailleurs, il a été transféré le 15 décembre, si je me souviens bien, à la clinique. Mais c'est depuis octobre que le médecin avait déjà signalé qu'il fallait le faire aller déjà à la clinique. Okay. Parce qu'il ne pouvait pas se faire soigner au sein des structures de la MCA. Okay. Et à l'époque, même pour aller faire un examen médical, il devait faire une radio à la clinique Pasteur. Il a fallu 1 semaine pour avoir l'autorisation pour qu'il aille faire ça. Alors qu'en temps normal, ce sont des procédures assez rapides. Okay. Mais il a fallu à chaque fois attendre. Oui. Et donc, pas de soins à la clinique. Et il n'y a pas un jour qu'il a passé à la clinique où son état s'est amélioré. Ça s'est dégradé progressivement, tous les jours, et très brusquement les derniers jours. Mais il avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, perdu beaucoup de poids. Vers la fin, il a perdu l'usage de ses jambes, il ne marchait plus. Et ça même, il a fallu un moment pour que nous, on le sache, parce qu'il nous le cachait. Donc, ce qu'on a compris après, c'est que quand on allait à la clinique, avant de rentrer pour lui donner à manger, il y avait des gardes qui le plaçaient sur la chaise. Donc, comme ça, quand nous, on rentrait, on lui donnait à manger. Bon, on discute, normal, il est assis. Et après, nous, on part. Et donc, quand on part, on le remet dans le lit. Mais c'est un jour, quand on est parti, on est rentré, il était allongé dans le lit. Et nous, on était assis dans le couloir, on attendait. Il nous a dit d'attendre dehors. Bon, on s'est dit, d'accord, on va attendre. Et ma sœur, en fait, faisait face à la porte. Et donc, la dame qui nettoyait, en sortant, quand elle a ouvert la porte, ma sœur a vu qu'on était en train de le placer sur la chaise. Et ça, les gens savent, même quand les gens se sont recueillis à la maison au quartier du Fleuve, c'est une chaise roulante qu'ils ont ramenée à la maison. Donc, il avait perdu l'usage de ses jambes. Et comme j'ai dit, il ne buvait plus d'eau pendant à peu près 2 semaines et demie. Et ça, personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant. Parce que nous, on l'a documenté. On a alerté toutes les personnes qu'on devait alerter. On a été reçus même à la présidence 1 semaine avant le décès par le ministre Segal et un conseiller technique. Et partout, c'était le même discours. Il est malade, il ne se fait pas soigner. Si vous ne l'évacuez pas, il va mourir. Okay. Mais rien. Rien n'a été fait. Oui, Aras Bache, le chroniqueur... désolé, pas pour interrompre, mais du coup, ça, c'était sur l'autopsie. Oui. Et juste pour revenir à ce qui s'est passé le reste de la journée, c'est que quand Timbo est parti et qu'on lui a dit que dans ce cas-là, on ne fera pas d'autopsie, ils ont refermé la chambre et le corps est resté dans la chambre. Et il dit que donc pour récupérer le corps, il faut qu'on rédige un papier. Sauf que ce jour-là, clairement, personne n'était en état d'aller sur un ordinateur et écrire une lettre. Voilà. Donc, on attendait, mais le médecin insistait qu'il fallait transporter le corps au moins à la morgue, parce que le corps ne pouvait pas rester dans la chambre comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appelé Maître Tapo ce jour-là, parce que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient même prêts à laisser le corps se dégrader dans la chambre pour ce morceau de papier. Je voulais comprendre l'impact légal du document. Et c'est là qu'il m'a rassurée. Il m'a dit non, même si vous signez, ça ne change en rien tout ce qui s'est passé.
Et Maître Tapo qui vous a dit ça? Maître Tapo, c'est bien ça. Okay. Donc, c'est comme ça que la situation avec l'autopsie s'est passée. D'accord. Oui, Youssouf Bathily, Mohamed Youssouf Bathily du RASPAS a eu tout dernièrement parlé un peu des conditions dans lesquelles Boubé est mort. Aujourd'hui, il est en prison. Comment vous avez aussi appris cette nouvelle? Voilà. Sur les réseaux, comme tout le monde, on a appris sur les réseaux. Effectivement, quelques jours avant, il était à la conférence nationale de l'ASMA, où il a dit ce qu'il a dit. On était étonnés parce que la charge et la simulation d'infraction, c'est la charge qui est retenue contre lui. Et donc, je ne me connais pas beaucoup en droit, mais je pense que dans ce cas, l'infraction, c'est l'assassinat. Et donc, il faudrait qu'on puisse déterminer si, en effet, ça a été simulé ou ça n'a pas été simulé. Et donc, pour moi, la suite logique de ça, c'est que le parquet de la Commune 4 ouvre une enquête. Et comme ça, eux, ils pourront nous édifier sur les circonstances du décès. Et voilà, je pense que, comme Rasbat même l'a dit, à l'époque, il était une des personnes qui était vraiment un opposant du régime Ibeka. Mais il dit qu'avec mon père, ils se sont entretenus après. Et papa, en fait, était tout sauf un rancunier. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il ne prenait pas personnellement ou à cœur. Voilà, même nous, il nous disait... Ce n'est pas quelqu'un qui parlait mal des autres, qui va dire, bon, ne parlez pas à cette personne à cause de ci et de ça. Et donc, aujourd'hui, on a une pensée pour lui. D'accord. Yamoussa Kamara, le général Yamoussa Kamara a fait un livre, présumé coupable, ma part de vérité, dans lequel livre il charge beaucoup votre père, Soumaïl Boubé Maïga. Il l'accuse d'être derrière son arrestation, ensuite la prison qui va suivre. Voilà, donc, le livre a fait sensation auprès de l'opinion. Voilà. Est-ce qu'il vous a dit un mot par rapport à ce livre-là, de Yamoussa Kamara? Et vous, comment vous avez réagi à la sortie du livre? Quand vous avez vu le livre, quelles étaient les réactions? Je pense déjà qu'il y a une très grande différence, parce qu'à l'époque, je me souviens, les journaux, tout ça, ils disaient le général Yamoussa Kamara fait des révélations. Mais quand on écrit un livre, et que plusieurs des personnalités qui sont citées dans ce livre font des sorties médiatiques pour démentir ce qu'il y a dans le livre, qui a été le cas, plusieurs personnes l'ont fait, à ce moment-là, ce n'est plus des révélations, mais plutôt des allégations. Et à l'époque, papa n'a pas démenti, mais ce n'est pas parce qu'on ne dément pas quelque chose que c'est forcément vrai. Et aujourd'hui, moi, je le dis, premièrement, ce n'est pas mon père qui a arrêté Yamoussa Kamara. Donc, premièrement, ce n'est pas lui qui l'a arrêté. Deuxièmement, je pense que les circonstances étaient très différentes parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voit revenir souvent. On dit, oui, mais il a fait la même chose à Yamoussa Kamara, donc qu'en est-il et tout. Mais sauf qu'à l'époque, pendant sa période de détention, sauf erreur, Yamoussa Kamara n'était pas à la MCA. Il n'était pas avec les détenus de droit commun. Donc, son statut de militaire a quand même été observé dans le choix de son lieu de détention. Troisièmement, la loi d'entente nationale qui lui a permis de recouvrir la liberté a été adoptée en mai 2018. Initiée et portée par le gouvernement SBM1 à l'époque, avant les élections, avant que le gouvernement ne soit reconduit. Et enfin, quatrièmement, Yamoussa Kamara est vivant. Et de toute évidence en pleine forme, parce qu'il a écrit un livre. Donc, je pense que je n'ai jamais vraiment considéré que ces deux situations-là étaient pareilles. Et je le dis aujourd'hui, à l'époque, il n'a pas voulu faire de démenti parce que malheureusement, je pense que c'était... Heureusement ou malheureusement, il sortait rarement de sa réserve. Et une fois, on lui avait même demandé, on a dit, mais pourquoi est-ce que... Il faut répondre, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas?
Et il disait qu'en fait, son passage à la SE, il est allé de journaliste à chef des renseignements, a fait qu'il est devenu très... il s'est imposé un devoir de réserve sur beaucoup de choses. Et de nature même, c'est quelqu'un de très pudique, quelqu'un de très réservé. Et donc, c'était devenu un peu sa manière de faire, quoi. Il sortait rarement pour faire des démentis. Mais je veux préciser quand même que dans cet âge de fake news, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai. D'accord. Mais est-ce qu'en privé, est-ce que vous avez senti que la sortie de Yamoussa, peut-être, il a fait du mal, par exemple? Est-ce que vous avez senti que le livre, par moment, a su le secouer ou le déstabiliser un peu? Non. Ok. Non. D'accord. Ok. D'accord. Donc, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message, qu'est-ce que la postérité, pour vous, quelle image la postérité gardera de votre père, Soumeylou Boubaye Mega? Puis votre mot votre mot de la fin pour les Maliens et les Maliennes qui nous regardent ce soir. Pour la postérité, le mot que je retiens, c'est vraiment le courage. En grandissant, on nous disait tout le temps, moi je n'étais pas là pendant la lutte pour la démocratie, mais en grandissant, les oncles, les amis, ils sont tout le temps là, ils disent, ah, votre père est très courageux, il est très courageux. Mais moi, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux pendant tout ce qui s'est passé de la MC à la clinique. Okay. Parce que quand on dit à quelqu'un que, bon, on est tous en train de mourir d'une manière ou d'une autre, mais quand on dit que vraiment votre pronostic vital est engagé à court terme et la mort est en train d'arriver à tout moment, je trouve que peu sont les personnes qui peuvent maintenir le sang-froid comme il l'a fait. Je ne l'ai jamais senti inquiété. Je ne l'ai jamais senti stressé ou qu'il avait peur ou que... Je l'ai toujours senti serein, en fait, et même face à la mort. Et donc, je pense que s'il y a quelque chose que je retiens vraiment, c'est son courage. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, on lui disait qu'il fallait qu'il écrive un livre. Et on lui avait proposé un titre que, bon, je vais garder pour moi pour le moment. Et lui, en fait, il voulait une deuxième partie au titre où il disait que ça serait de courage et de persévérance. Parce que c'est comme ça que lui-même, il décrirait son parcours. Il a vraiment eu de nombreux combats depuis son enfance jusqu'à sa mort. Donc voilà, c'est vraiment cette image-là que je retiens de lui. Et d'ailleurs, c'est très dommage parce qu'il écrivait beaucoup à la MCA et à la clinique. Mais malheureusement, on n'a pas pu retrouver ses écrits. Ce jour-là, quand on a finalement ouvert la porte pour que son corps puisse aller à la morgue, moi, j'avais aperçu un petit sachet qui avait un calepin noir. Et c'est dans ça qu'il écrivait souvent. Donc, j'ai essayé de le prendre. Et j'ai même failli avoir une altercation physique avec l'agent qui était là parce qu'il ne voulait pas me laisser prendre le sac. Donc, ce n'est qu'une semaine après qu'on nous a remis ses affaires et sans ses écrits, en tout cas. Et je pense que la dernière chose que je dirais, c'est que je voulais quand même avoir une pensée pour Madame Boiré Fili Sissoko, qui, elle aussi, a été mise sous mandat le même jour que lui, qui est une femme très, très courageuse, très, très forte, et qui aujourd'hui demande à être jugée. Merci, Nana Mariam Mega. Merci pour ce passage qu'on a titré Soumeylou Boubaye Mega, raconté par sa fille. Merci. Un clin d'œil particulier ce soir à une sœur, à votre grande sœur, Fadi Soumeylou Boubaye Mega. Nous présentons, nous révélons toujours nos condoléances et que l'âme de Soumeylou Boubaye Mega repose en paix. Merci, c'était un plaisir de partager ces entretiens avec vous. Merci. Et passez ici quand vous le voulez. Oui, avec plaisir. Merci, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours au renouvelé programme de Djoliba TV News. Au revoir.